Le paiement, c'est le moment clé dans un acte d'achat ou dans un acte de don. C'est le moment où on donne son argent à l'organisme, à son marchand. Et ça arrive très très tard finalement dans cette progression. Et d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure, c'est long de convaincre quelqu'un à vous donner son argent. Et donc, le moment où on donne son argent à une association ou à un marchand, c'est un moment qui doit bien se passer, qui doit être fluide par rapport aux étapes précédentes et à tout le travail que vous avez fait avant. Et donc, c'est pas simplement un acte technique. Juste pour rebondir sur ce que disait Franck tout à l'heure sur la digitalisation des associations, moi j'ai été vice-président d'une association alors, qui n'est pas dans l'humanitaire mais qui est dans le monde sportif, qui s'appelle Les Glénans, qui est une association de voile qui vise à démocratiser l'accès au sport évidemment et promouvoir des valeurs humaines et de vie en communauté. Et quand j'étais vice-président de cette association, ça remonte à quelques années maintenant, parce que je suis depuis 2011, en 2005, on avait un service Minitel pour parler de nous. Le service Minitel, c'était vachement bien, mais en 2005, le Minitel, c'est devenu un peu ringard. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un site. Et un site qui permette de s'inscrire. Et on s'est posé 1000 questions, et ça a été un bazar en interne, Franck, je pourrais te raconter à l'occasion, mais parce que les gens avaient certaines habitudes au niveau de comment ça se passait. Il a fallu faire évoluer toutes ces habitudes par rapport aussi à la vie des gens. Le premier truc de la vie des gens, c'est que les gens ils réfléchissent à leurs activités, par exemple, pas entre 9h et 17h, qui étaient les horaires d'ouverture de notre accueil téléphonique. Avec le web, on s'est rendu compte que les gens, ils venaient entre 19h et 23h. On s'est posé des milliards de questions sur savoir s'il fallait qu'on ouvre le service téléphonique entre 19h et 23h. C'est toujours pas le cas. Voilà. Tout ça pour dire en introduction que le digital, ça change beaucoup de choses, et au niveau du paiement, évidemment, ça change beaucoup de choses. La question précédente sur est-ce qu'on peut payer avec iTunes est une super bonne question. À date, non, parce que c'est interdit par les conditions générales de vente d'Apple. Mais pourquoi pas, je pense qu'ils n'y ont pas encore forcément pensé sous cet aspect-là, et c'est peut-être quelque chose qui pourrait s'ouvrir dans le futur. Juste le monde du paiement. Historiquement, et encore aujourd'hui, il y a plein d'acteurs. Il y a les banques, évidemment. Les banques pour lesquelles, en tant qu'association, vous avez évidemment vos comptes de dépôt qui sont là-bas, qui sont gérés là-bas, vos lignes de trésorerie éventuellement, etc. Et puis, dès qu'on arrive dans le monde de l'Internet, il y a des opérateurs techniques qui vous aident à connecter votre banque avec votre site Internet, quelles que soient les technologies utilisées dont parlait Thierry tout à l'heure. Et puis, il y a des moyens de paiement alternatifs que vous connaissez tous. On a entendu parler de PayPal un petit peu plus tôt ce matin. En France, on a la chance aussi d'avoir Payster sur le paiement mobile. Et puis, il y a Visa et Mastercard qui sont en train de préparer un certain nombre de choses autour du paiement mobile avec des choses comme V.me, Masterpass, dont vous entendrez très probablement parler en 2014, si ce n'est pas encore le cas. Et puis voilà, d'autres moyens de paiement, le virement entre autres, qui a, à mon avis, un bel avenir devant lui. Le virement bancaire. Jean-Baptiste, dont parlait Raphaël tout à l'heure, il s'est dit tout ça c'est un monde hyper compliqué pour les marchands parce qu'ils doivent d'un côté aller dealer avec un opérateur technique, de l'autre côté ils doivent aller voir leur banque. Leur banque, c'est un petit peu comme n'importe quelle structure, le digital, une banque, il y en a peu qui s'y sont mises, quelques-unes commencent à s'y mettre sérieusement. Jean-Baptiste, ça fait 15 ans qu'il est dans le web et il s'est dit tous ces gens-là, ils connaissent pas bien le web. Moi, je connais bien le web. Le métier de banquier, le métier de l'encaissement, je vois bien ce que j'ai envie de faire moi. Et je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent faire à peu près la même chose que moi. Donc, il s'est dit, je vais monter ma banque pour des e-marchands, pour des gens du digital, par quelqu'un qui vient du digital. Et ça a été un peu la jeunesse de B2B, et je m'arrêterai là sur B2B. On va vraiment se focaliser sur le paiement derrière. Donc, la vocation, un peu, c'est de simplifier tout ça, parce que travailler avec 50 acteurs, c'est jamais très simple. Donc, le paiement, ça s'inscrit dans votre cinématique d'achat, dans votre cinématique de conversion de votre internaute pour qu'il vous donne quelque chose, qu'il achète un produit, qu'il achète une prestation, qu'il rentre dans une mécanique où il va vous donner quelque chose. Vous avez mis en place plein de trucs. Vous avez acheté des mots-clés sur Google, vous avez énormément travaillé votre page d'accueil pour que vos messages soient pertinents, percutants, et donnent envie d'aller plus loin, etc.
Et puis vous avez peut-être plusieurs programmes de dons. Vous allez les mettre en avant, etc. Et puis à un moment, votre internaute va décider éventuellement de s'investir sur l'un de ces programmes. Comme le disait Emmanuel tout à l'heure, ça ne se fait pas en une fois. Et plus votre visiteur va aller loin dans sa visite, évidemment, plus il va être proche d'un acte où il va vous donner de l'argent. D'accord? Et donc on dit que la valeur de l'internaute, elle augmente au fur et à mesure du temps. Et donc l'idée, c'est de se dire que au moment du paiement, on est au moment où la valeur de l'internaute est la plus importante pour vous, parce que c'est le moment où vous l'avez convaincu que c'est important de vous donner de l'argent. Et donc, on se dit que cette étape-là, elle est extrêmement importante. Et que aujourd'hui, en termes de conversion, on peut faire énormément de choses et augmenter évidemment la conversion au niveau du paiement. Alors, comment augmenter la conversion au niveau du paiement? Par des choses assez simples. C'est de dire, au moment du paiement, vous ne devez pas 38 €, 40 €, vous n'allez pas me donner 15 € tous les mois, mais de redire à votre internaute pourquoi il va vous donner cet argent. Pourquoi il va vous donner cet argent? Ça va être de lui rappeler ce sur quoi il s'est engagé. Pour un marchand, ça va être évidemment les produits que le consommateur a achetés, les éventuels frais de livraison qu'il peut y avoir. Dans l'humanitaire, ça peut être le programme de financement dans lequel il s'engage. Je m'engage à parrainer un enfant, je m'engage à donner mon sang, je m'engage à quelque chose. Si, évidemment, vous avez un programme relationnel, de rappeler les adresses avec lesquelles vous allez communiquer, les adresses postales, si vous allez envoyer, je ne sais pas, un catalogue, des lettres dans le cadre du parrainage d'enfants, les emails, etc. Bien rappeler, évidemment, tous les formulaires de contact. Et puis derrière, une fois qu'on a rappelé tous ces éléments-là, qui sont ce qu'on appelle des éléments de réassurance, d'énormément travailler sur le choix des moyens de paiement et surtout sur, évidemment, la sécurité au niveau des moyens de paiement. Mais d'intégrer tout ça dans votre charte graphique, dans votre univers. Vous avez travaillé votre univers, il correspond à ce que vous voulez faire passer comme message, mais gardez cet univers. Ne faites pas du paiement une étape chez quelqu'un d'autre qui serait tout à fait basique ou tout à fait aléatoire. Gardez tout cet univers dans votre étape ultime qui est cette étape de paiement. Donc, en termes de choix de paiement, évidemment, proposez les meilleurs moyens de paiement par rapport à vos enjeux. D'accord? Pour certaines activités, ça va être évidemment de pouvoir proposer du PayPal, de pouvoir proposer du paiement par carte bancaire, éventuellement par American Express, par des moyens de paiement étrangers, par des moyens de paiement alternatifs dont on a vu quelques exemples tout à l'heure. Et puis, le deuxième point, c'est utiliser toute la force du paiement. Quand on est dans l'associatif, parfois, on donne une fois. Et puis parfois, on veut engager les gens sur la durée. Il y a des mécaniques au niveau des moyens de paiement, qu'on appelle des mécaniques d'abonnement ou de paiement récurrent, qui vont vous permettre de mettre en place ces dons à intervalles réguliers. Ou quelque chose qu'on voit normalement dans le monde marchand pour financer des achats de forte valeur, c'est le paiement plusieurs fois. La personne, elle ne veut peut-être pas s'engager à l'infini à vous donner 1 € par mois, 5 € par mois, 10 € par mois, mais elle veut peut-être vous donner 300 € sur les 3 prochains mois parce qu'elle veut lisser un petit peu finalement l'impact sur ses comptes bancaires. Mais utilisez toutes ces méthodes pour maximiser évidemment le don auprès de vos structures. Rappelez évidemment en permanence tous les agréments de la solution de paiement que vous utilisez pour rassurer vos donateurs sur le fait que l'argent va bien arriver chez vous et ne va pas passer par un de ces eaux. Et le paiement, ça ne marche pas à tous les coups. Ça vous est sans doute déjà arrivé en tant que client du e-commerce. Parfois, vous avez un doux message qui vous dit paiement refusé par la banque. Vous ne savez pas pourquoi. Et les marchands, souvent, ne savent pas pourquoi. Donc vous, en tant qu'association, vous ne savez pas toujours pourquoi. Et il y a moyen de savoir pourquoi. Les échecs de transaction, c'est une catastrophe, il y a plein de raisons. L'une des raisons classiques, c'est les plafonds sont atteints. Une carte bancaire, ça a des plafonds assez bas en fait. On l'oublie souvent, mais les plafonds de dépenses sur les cartes bancaires sont souvent relativement bas. Donc il y a des périodes où on a des échecs de transaction beaucoup plus récurrents sur des plafonds dépassés. Et puis parfois, pour sécuriser l'acte de paiement,
vous allez pouvoir utiliser une mécanique qui s'appelle le 3D Secure. 3D Secure, c'est ce petit SMS que vous recevez sur votre mobile ou cette petite carte de code personnel à 4 chiffres que votre banque vous a envoyé il y a bien longtemps, que vous avez rangé dans votre dossier banque, et puis le jour où on vous la demande, vous allez la rechercher. Voilà, le 3D Secure, c'est super parce que ça vous garantit que vous allez bien être destinataire des fonds. D'accord, que vous n'allez pas pouvoir avoir un impayé sur ces fonds. Le problème du 3D Secure, c'est que, un, il faut recevoir le SMS, ou deux, il faut avoir retrouvé cette petite carte que votre banque vous a adressée à un moment, et donc le 3D Secure, en termes de conversion, c'est pas toujours optimal. Donc, pareil, ça peut être une erreur de paiement. Donc c'est important de savoir pourquoi on a eu une erreur de paiement, pour pouvoir immédiatement reproposer à votre donateur potentiel une autre cinématique qui va lui permettre d'effectivement payer, donner ce qu'il avait prévu de donner. Donc, exploiter les erreurs de paiement, c'est vraiment très très important. Je vous ai donné juste des petits chiffres, alors qui viennent évidemment de nos clients e-commerçants. D'exploiter les erreurs de paiement, ça permet de récupérer, évidemment pour les gens du e-commerce, du chiffre d'affaires. Pour vous, ce sera évidemment des donateurs, mais de façon très importante, quand on arrive à récupérer plus de 10% de chiffre d'affaires sur les 20% d'erreurs habituelles que la Banque de France constate, ça fait quand même 50% de récupération, ce qui est quand même pas négligeable vu tous les efforts que vous avez déployés en amont pour convertir votre visiteur en donateur. Et puis on a beau être dans l'humanitaire, moi je pense que quand même il y a de la fraude dans votre secteur. Oui. Alors comment on exploite les échecs de transaction? Alors, je vais premier appel, on ne rentrera pas trop dans la technique, mais grosso modo, quand le paiement va échouer, on va vous renvoyer une information, donc c'est des échanges de serveur à serveur, pour ne pas rentrer trop dans les détails techniques, dans lequel on mentionne un code à 4 chiffres qui est documenté, et donc par exemple en 4002, ça correspond à des fonds dépassés. Chez nous, en tout cas, dans la solution de paiement que vous utilisez, si elle supporte cette fonctionnalité-là, vous pouvez vous renseigner au niveau de la documentation. Et par rapport à ces codes erreurs, par exemple, si c'est des fonds insuffisants, ce que je vous invite à faire, éventuellement, c'est de dire à votre donateur potentiel, revenez dans quelques jours, effectuez votre don, et puis vous, programmez une campagne email personnalisée pour envoyer un email à ce donateur, quelques jours plus tard, en lui disant « Coucou, tu voulais me donner 100 €, on peut peut-être essayer aujourd'hui, non ?» Voilà. Et donc du coup, c'est derrière de mettre en place, c'est effectivement ce que j'ai pas dit, merci beaucoup pour votre question, des mécaniques de relance personnalisées, soit en temps réel, parce que le 3D Secure qui aurait expiré ou échoué, on peut peut-être expliquer à la personne qu'il faut qu'elle ait son téléphone et qu'elle ait du réseau. Alors pour faire un achat aujourd'hui dans cet auditorium, malheureusement ce ne sera pas possible vu qu'il n'y a pas de réseau. Mais voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut expliquer très très facilement et en temps réel. Et évidemment, si on est sur des fonds insuffisants, faut inciter l'internaute, non pas lui dire paiement refusé, genre t'es un mauvais payeur et je le sais, mais plutôt lui dire je suis désolé, malheureusement ça ne peut pas le faire aujourd'hui, mais par contre revenez dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours, finalisez tout ça, et on vous remercie beaucoup pour votre intérêt à notre association. D'accord? J'espère que ça répond à votre question. Donc, pour revenir à la fraude, moi je pense que de la fraude dans l'associatif, il y en a. Pourquoi? Parce que quand on donne à des associations, et je connais bien le sujet, notamment c'est les associatifs, on obtient des reçus fiscaux ou des dégrèvements de frais en tant que don en nature aux associations. Et les impôts, on en paye, et parfois il y a des gens qui font la course à l'échalote pour ne pas trop payer les impôts. Et donc le don aux associations est un moyen évidemment de réduire son exposition. Et la fraude, il n'y a pas de produit physique a priori, il n'y a pas de produit physique, donc il n'y a pas de revente possible. Par contre, d'obtenir un reçu fiscal et puis en fait de ne pas l'avoir payé, ça peut être intéressant. Il faut savoir que la vente à distance, on a 180 jours pour contester une opération auprès de son banquier. Donc vous avez fait un achat en e-commerce, vous allez voir votre banquier, vous lui dites « Moi, je fais cet achat ». Votre banquier, il n'est pas flic, il va cliquer sur le bouton « Contestation d'opération ». Ça génère un impayé. Et votre client, votre donateur, il a 180 jours pour faire ça. 180 jours, ça veut dire que tous vos dons passés après le 1er juillet, potentiellement, vous allez avoir des impayés qui vont remonter dans l'année fiscale suivante.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas si vous êtes au courant, si ça vous est arrivé, parce que souvent les impayés, ça remonte directement chez le DAF ou le responsable financier. Mais je serais curieux d'en discuter avec les gros assos qui sont dans cette table, parce que je pense que c'est un phénomène qui existe. Et donc, la lutte contre la fraude, c'est bien, mais il ne faut pas oublier la conversion. Parce que ça ne sert à rien de faire le videur un peu comme à l'entrée d'une discothèque, de dire non, toi t'es des baskets, tu rentres pas. Je pense que c'est pas la bonne idée. Il faut toujours être dans l'équilibre où je cherche à faire en sorte que mes donateurs potentiels donnent. Donc, ce qui est pas mal de faire, c'est de se dire que vous connaissez vos donateurs. Votre solution de paiement, elle connaît a priori, non pas vos donateurs, mais la carte bancaire de vos donateurs. Et en association les deux, entre vous, ce que vous connaissez sur vos donateurs, par exemple un donateur régulier, c'est pas forcément quelqu'un qui va tenter de vous frauder, c'est a priori quelqu'un qui est plutôt sain. Par contre, un primo-donateur, c'est bien, il est primo-donateur, donc on va évidemment le remercier. Mais bon, est-ce qu'il est vraiment dans une vraie logique? Peut-être, dans 99% des cas, dans certains cas, pas toujours. Donc l'idée, c'est d'associer toutes ces données-là ensemble, pareil, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais d'associer ces données ensemble pour décider, oui ou non, est-ce que je vais déclencher cette mécanique de 3D Secure dont je parlais un petit peu plus tôt, pour sécuriser mon acte de don. Si je le sécurise, évidemment, je complexifie l'acte de don parce qu'il va falloir recevoir ce petit code sur son téléphone et puis le ressaisir dans une petite fenêtre, etc. Si j'estime que cette transaction a l'air tout à fait pertinente, j'ai pas besoin forcément de déclencher cette complexité qui évidemment rallonge le parcours de don. Juste pour vous donner un chiffre, sur quand je déclenche du 3D Secure et quand je déclenche pas de 3D Secure. Ça c'est un chiffre, il y a beaucoup de légendes urbaines sur le 3D Secure dans le monde du digital. Ça c'est les chiffres qu'on a sortis nous sur nos marchands. On a des marchands qui déclenchent tout le temps le 3D Secure. Ils ont 74% de leurs paiements qui sont successful. Et puis on a des marchands qui déclenchent que dans certains cas. Ils ont 93% de paiements successful, avec une protection sur les paiements sur lesquels ils ont estimé que c'était pertinent. Et puis on a des marchands qui disent « moi je m'en fiche, mes produits, ça n'intéresse personne » en termes de fraude, et qui ne déclenchent jamais de 3D Secure, ils sont à 97% de taux de succès de transformation au niveau du paiement. C'est dédoublonné, d'accord, ces chiffres-là, c'est dédoublonné du travail sur les erreurs de paiement dont on parlait un petit peu plus tôt dans la présentation. Donc, sur le 3D Secure, ça va vous permettre de gagner en sécurité au niveau de vos paiements, parce que vous allez être garanti du paiement quoi qu'il arrive derrière. Par contre, ça rajoute un petit peu de complexité dans l'acte de don. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les paiements. 15 minutes 48. Oui, il y a plein de gens qui font ça, c'est pas tant intéressant.